Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes fêtes. Je voulais faire cette vidéo depuis longtemps car il s'agit de la dernière partie du choc des civilisations. La première partie était un monde divisé en civilisations. La seconde partie, l'équilibre instable des civilisations. La troisième partie, le nouvel ordre des civilisations. Et maintenant la quatrième partie, les conflits entre civilisations. Je rappelle que le livre est sorti au milieu des années 90, quelques années après la chute de l'URSS et avant le 11 septembre. Il dit dans ce chapitre 4 que l'islam sera la civilisation la plus violente avec ses voisins, ce qui se vérifie assez aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'Europe est très violente avec les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, avec ses voisins. J'ai noté un passage très intéressant, je cite: « Les chocs dangereux à l'avenir risquent de venir de l'interaction de l'arrogance occidentale, de l'intolérance islamique et de l'affirmation de soi chinoise. » Ça ne vous rappelle rien? On dirait beaucoup le monde d'aujourd'hui. Et un autre passage: « Ce qui semble de l'universalisme aux yeux de l'Occident passe pour de l'impérialisme ailleurs. » Ça c'est tout à fait juste. Je pense notamment aux droits de l'homme, au féminisme occidental, à la gay pride, etc. Ça n'a rien d'universel, mais l'Occident veut l'imposer au monde entier. Comme avec la guerre d'Irak et de Libye. Il parle aussi de l'arnaque de la communauté mondiale, ou internationale comme on dit aujourd'hui, qui ne représente en réalité que les intérêts américains. Oui, tout à fait, à la télévision on nous parle chaque fois de communauté internationale, mais en fait on sait très bien que ça représente uniquement l'Europe et les États-Unis, mais que l'Amérique du Sud, l'Afrique ne font pas partie de la communauté internationale comme ils disent. Donc dès que vous entendez communauté internationale, soyez sur vos gardes. Il parle aussi des hypocrisies occidentales, comme les droits de l'homme et compagnie. Ceux qui n'ont pas compris ça, c'est que vraiment ils ont un problème. On peut prendre comme exemple la guerre de Libye de Nicolas Sarkozy, au nom des droits de l'homme, des droits des femmes, etc. Au nom de tout ça, on a détruit un pays, on a créé le chaos, plein de gens sont morts, ce qui va totalement à l'encontre des droits de l'homme. Il avait également prévu que l'Occident aura des mauvaises relations avec la Chine et les pays musulmans. C'est tout à fait le cas aujourd'hui, mais il n'avait pas prévu les mauvaises relations avec la Russie. Il n'est pas prophète non plus. Il a dit également que le terrorisme et le nucléaire est l'arme des faibles, et attention à leur combinaison. Il parle également de filières islamo-confucéennes, notamment sur le nucléaire, qui pourrait être une menace. Y a-t-il un axe islamo-confucéen? Sérieusement, j'en doute. Il pense également que la menace nucléaire est un problème pour l'Occident. Il n'y a eu que la Corée du Nord qui a développé un programme nucléaire qui pourrait menacer l'Occident. L'Iran n'a jamais menacé l'Occident, ou du moins l'Europe. Et c'est plutôt les États-Unis et Israël qui menacent l'Iran. Il pense aussi qu'il y a un bloc islamo-asiatique sur les droits de l'homme. Peut-être qu'à l'ONU c'est vrai, je ne suis pas un spécialiste. Il dit aussi que les démocraties ne sont pas forcément pro-occidentales, ce qui est tout à fait vrai. En Égypte, par exemple, à la chute de Moubarak, il y a eu Morsi qui a été élu démocratiquement et qui est un frère musulman. Ensuite, il y a eu un coup d'État contre lui, du président Sisi, et les États-Unis ont soutenu ce coup d'État antidémocratique. Huntington exprime également des craintes par rapport à l'immigration, et notamment l'immigration islamique, et ça, c'était il y a plus de 20 ans. Il compare aussi les partis d'extrême droite en Europe avec les partis islamistes. Pour lui, c'est la même chose, ce sont des outsiders, partis d'opposition, ils dénoncent le système, ils sont identitaires, etc. Ça doit pas plaire aux gens d'extrême droite, ça. Hein. Il parle également de l'invasion démographique musulmane, mais le problème diminuera avec le temps, car la démographie des pays musulmans est en baisse. Mais que le grand problème du futur vient d'Afrique. Il parle d'africanisation. Je trouve que c'est exactement ce que vit l'Europe aujourd'hui. Mais que le danger principal pour les États-Unis est l'immigration mexicaine. Les Blancs seront minoritaires et ça risque de couper l'Amérique en deux. Islam-Occident. Le problème pour lui n'est pas l'extrémisme. Les relations Islam-Occident ont toujours été agitées. C'est un choc des civilisations. Aujourd'hui, on entend souvent ça un peu partout, même à la télévision. Zemmour le répète tout le temps. D'ailleurs, la plupart de ses analyses sont pompées de Huntington, qui ne cite jamais. Concernant les pays musulmans, il dit que l'immigration et le terrorisme sont les menaces principales. Et ça, c'était avant le 11 septembre 2001. On dirait qu'il a eu une boule de cristal et qu'il a vu le futur. C'est pour ça, tous ceux qui disent que Huntington raconte n'importe quoi, à mon avis, ce sont eux qui racontent n'importe quoi. Ils n'ont jamais dû lire le livre. Donc pour lui, le choc est avec la civilisation islamique et pas seulement l'islamisme.
Passons maintenant à l'Asie. Il pense qu'avec le développement économique, il y aura un développement militaire et donc augmentation de l'instabilité. Mais moi je pense que lorsqu'il dit augmentation de l'instabilité, ça veut dire baisse de la domination américaine sur la région. Il dit lui-même que l'influence américaine diminue et donc les relations avec les États-Unis seront de plus en plus mauvaises. Il dit que les relations américano-chinoises diminuent, mais également américano-japonaises, et que l'économie japonaise n'est pas de type occidental et elle défie les prévisions des Occidentaux. Il dit que les pays d'Asie s'allient entre eux face aux Américains, que le développement de la Chine déstabilisera toute la région et le Japon risque de se joindre à la Chine. En tout cas, pour l'instant, le Japon est encore très loin de se joindre à la Chine. Concernant les nouvelles alliances, il dit que le problème numéro 1 de l'Occident est la démographie des pays musulmans et le développement économique asiatique. Et il parle d'alliance entre les deux, il dit que la filière islamo-confucéenne va se développer, notamment entre l'Iran, le Pakistan et la Chine. Bon, c'est vrai que ces trois pays sont alliés, mais l'alliance du Pakistan et de la Chine n'est-elle pas une alliance anti-Inde? Ces deux pays sont voisins et ont tous les deux une relation mauvaise avec l'Inde. Donc c'est un peu normal qu'ils s'allient. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, comme on dit. Et concernant l'Iran, c'est pour ne pas laisser l'Amérique seule au Moyen-Orient, pour développer leur influence et s'assurer de ressources pétrolières. Y a-t-il réellement un axe islamo-chinois? Il faudra me le démontrer. D'ailleurs, il dit lui-même que les relations entre l'Inde et les États-Unis vont se développer. C'est normal puisque ces deux pays sont anti-chinois. Rentrons dans la partie la plus importante, les guerres civilisationnelles. Pour Huntington, la première guerre civilisationnelle est la première guerre d'Afghanistan, entre l'URSS et les Moudjahidines. Elle a duré 10 ans, entre 79 et 89. Ensuite, il y a eu la première guerre du Golfe contre Saddam Hussein au début des années 90. Et après, il y a eu la guerre d'ex-Yougoslavie. C'était des guerres civilisationnelles pour Huntington parce que c'était civilisation contre civilisation et pas des guerres idéologiques. Et pour lui, comme on a déjà vu, les religions sont le cœur des civilisations. Et il dit qu'il y a beaucoup de sang aux frontières du monde musulman et que c'est là où il y a le plus de guerres civilisationnelles. Et ça prouve selon lui que les musulmans ont du mal à vivre avec leurs voisins. Il établit un lien entre islam et militarisme. Il a peut-être raison en termes de nombre de conflits, mais en nombre de morts, je ne pense pas. Rien que la première guerre du Golfe a causé la mort de 1 million d'enfants à cause du blocus. Donc, qui est réellement le plus violent? Ce qui est intéressant de noter, c'est que selon lui, la Chine est historiquement encore plus violente que les pays musulmans avec leurs voisins. Quelles sont les causes de cette violence? Selon lui, la première cause est démographique. Il y a beaucoup de jeunes, donc beaucoup d'énergie. Et l'islam est une religion guerrière à la naissance. Et aussi, les pays musulmans sont instables parce qu'il n'y a pas de pouvoir central. Il n'y a pas d'état fort. Et lorsqu'il y a conflit, les différences ressortent. Et les différences fondamentales sont la plupart du temps religieuses. Comment arrêter les guerres civilisationnelles? Pour lui, ces guerres ne s'arrêtent vraiment jamais. Il y a des trêves et ensuite les combats reprennent. Seuls les états phares, c'est-à-dire l'état central de ces civilisations, peut les arrêter. Chapitre intéressant, le renouveau de l'Occident. Selon lui, l'Occident est en déclin depuis la guerre 14-18. C'est tout à fait juste. Je dirais plutôt que l'Europe est en déclin depuis 14-18, puisque jusque 14-18, l'Europe contrôlait le monde, dirigeait le monde. Les États-Unis et le Japon, c'était anecdotique. La Chine était complètement soumise. Et l'Europe ne s'en est jamais vraiment remise. Mais pour lui, c'est l'Occident qui est en déclin depuis 14-18. Et il pense que ça va continuer pendant des dizaines d'années, voire des siècles, à moins d'une renaissance. Et ça, il le disait il y a plus de 20 ans. Et on remarque que depuis ces 20 dernières années, l'Occident n'a fait que chuter. Le déclin est de plus en plus visible. Et il pense que la période d'aujourd'hui, notre période sera considérée comme un âge d'or demain parce qu'il n'y avait pas de guerre. Nous vivons une longue période de paix. Donc la civilisation occidentale est une civilisation mature en déclin, selon Huntington. Quels sont les signes de ce déclin? Une régression de l'économie. On réforme en vain, mais ça ne change rien. L'économie est toujours en régression. L'augmentation de la criminalité, la baisse des valeurs familiales, les divorces de masse, le nombre d'enfants nés hors mariage, etc. Le capital social, il parle du bénévolat, il y a de moins en moins de bénévoles. La baisse de l'éthique, du niveau scolaire et la baisse de la religion chrétienne. Mais pour lui, c'est une menace à très long terme. L'Occident est également face à un problème majeur qui est l'assimilation des immigrés. Le multiculturalisme est un problème car elle nuit à l'unité.
c'est la diversité contre l'unité de la nation. Et que la fin des États-Unis d'Amérique signifierait la fin de l'Occident. Ils pensent que les États-Unis et l'Europe doivent se rapprocher, que l'Occident a une première phase, la phase européenne, ensuite une seconde phase, la phase américaine, et qu'il faut créer la troisième phase, la phase euro-américaine. C'est intéressant, mais est-ce que l'Europe et l'Amérique seraient à égalité dans cette phase? Ou plutôt que l'Europe serait un protectorat américain? Je pense plutôt ça. Quelle est la place de l'Occident dans le monde? Pour Huntington, il faut clairement prendre en compte les frontières civilisationnelles et abandonner tous les traités, doctrines, alliances de la guerre froide. Il faut aussi laisser les autres peuples agir autrement. Arrêter la vocation universelle de l'Occident, qui est, selon Huntington, faux, immoral et dangereux. Là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Sarkozy aurait dû lire Huntington avant de faire la guerre en Libye et faire n'importe quoi. Les États-Unis aussi, avant d'aller en Irak, en Afghanistan, etc. D'ailleurs, vous remarquerez que Huntington n'est pas un néoconservateur, contrairement à tout ce que les médias disent. Ils en parlent sans avoir lu le livre ou encore pire, sans l'avoir compris. Donc pour Huntington, même si d'autres pays ne respectent pas nos critères de droits de l'homme, de démocratie, il faut les laisser. Il ne faut surtout pas y faire la guerre. Je vous cite un passage. Il faut surtout admettre que toute intervention de l'Occident dans les affaires des autres civilisations est probablement la plus dangereuse cause d'instabilité et de conflits généralisés dans un monde aux civilisations multiples. Tout est dit, rien à ajouter. Il développe tout un scénario de guerre mondiale, abracadabrantesque selon moi, avec d'un côté les États-Unis, l'Europe, la Russie, contre la Chine, le Japon et plusieurs pays musulmans. Les conséquences de cette guerre sont que les Latinos prennent le pouvoir aux États-Unis et se rapprochent du Mexique et des autres pays latino-américains, et l'Europe à genoux se fait envahir par des hordes de migrants africains qui viennent prendre ce qui reste. Ça m'a bien fait rigoler. Ils considèrent les Africains comme une horde de zombies qui viennent nous manger. Pour éviter les guerres mondiales, il faut que les États phares ne se mêlent pas des histoires d'autres États phares. Je cite: « Cette règle de l'abstention, en vertu de laquelle les États phares doivent s'abstenir de toute participation à des conflits concernant d'autres civilisations, est la condition première de la paix dans un monde multipolaire et multicivilisationnel. Il aimerait que le Conseil de sécurité de l'ONU représente toutes les civilisations, que chaque civilisation ait un siège, et que le siège français et britannique se transforme en siège européen. D'ailleurs, au passage, les Allemands l'ont demandé. Donc, chaque civilisation aurait un siège au Conseil de sécurité et l'Occident 2, ce qui correspond selon lui au niveau de puissance économique, démographique et militaire. Il pense aussi que le multiculturalisme détruit les USA et l'Occident de l'intérieur et que l'universalisme détruit le monde parce que ça va à l'encontre de la diversité du monde. Là, il a tout à fait raison. Et qu'une Amérique multiculturelle non occidentale ne serait plus l'Amérique. Et que dans le choc des civilisations, l'Europe et l'Amérique feront bloc ou se sépareront. C'est très intéressant. Et dans ce nouveau monde de civilisation, les civilisations sont des menaces mais aussi le garde-fou de la sécurité mondiale. Donc voilà mes amis, c'est la fin. La fin de cette partie est donc la fin de l'exposé. C'était long mais c'est intéressant. J'espère que vous avez apprécié. Quelle est ma conclusion par rapport à ce livre? C'est que Huntington était un visionnaire. Il a très tôt vu comment serait configuré le monde post-URSS. Il a été visionnaire dans de nombreux sujets, par rapport à la partition de l'Ukraine, par rapport à l'immigration, l'islam, le terrorisme, la Turquie, sur beaucoup de sujets. Et c'est pour ça qu'il a eu une influence considérable, méritée selon moi. Sa doctrine est juste, mais je pense qu'il a mal divisé les civilisations. Pourquoi l'Argentine ne fait pas partie de la civilisation occidentale et l'Australie oui, alors que l'Argentine est en grande majorité peuplée d'Européens, venus d'Italie et d'Espagne pour la plupart? Pourquoi y a-t-il une civilisation islamique et pas de civilisation chrétienne? Quel rapport entre l'Albanie et le Tchad? En tout cas, le choc des civilisations est un livre incontournable pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Quelqu'un qui parle de géopolitique et qui n'a pas lu le choc des civilisations est selon moi quelqu'un de pas sérieux. Merci à tous et surtout à ceux qui ont écouté les 4 parties. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee, même petit, ça fait toujours plaisir. Merci à tous, au revoir.